Bienvenue à tous. On va voir notre cette session. Donc, le sujet aujourd'hui, l'agilité, ça commence avec une partie de la grande. C'est la question, quand on est petit, au début, c'est plutôt facile d'être agile, en fait, d'avoir un fonctionnement naturel qui porte. La question qui est posée dans cette session, à laquelle on va essayer d'apporter des éclairages, comment on peut garder cet esprit start-up avec tout ce qui fonctionnait dans une start-up avec une petite équipe qui fonctionne de manière naturelle. Comment je peux garder ça quand on grossit? Voilà le sujet. On parle de passer au niveau 2. C'est le niveau 1 où c'est plus naturel de fonctionner comme ça. Au niveau 2, ça. Donc on va commencer par se présenter rapidement. Vincent Thierry. Donc moi Thierry Thibault, je suis créateur d'entreprise. L'expérience dont je parle ici, c'est pas la mienne. On accompagne des startups sur ce sujet. Donc mon travail initial, c'est le coach agile. J'accompagne les équipes à l'origine sur le projet de développement logiciel, sur leur agilisation vers des cadres comme Scrum, Kanban, etc. Mais de fil en aiguille, on est amené à travailler plus sur des organisations au départ dans ces univers-là. L'équipe de développement, des SI, qui est un peu plus haut pour réfléchir sur la manière de fonctionner. Et se pose à ce moment-là la question, on est en train de détricoter des choses qui sont mises en place depuis des années. Ce qui serait pas mal, c'est de commencer à la naissance des entreprises. Donc on a commencé, nous, à sensibiliser sûrement il y a un réseau de startups qui est très fort, qui est très dynamique, des startups sur cette problématique. Et on a accompagné des entreprises startups souvent déjà qui ont un certain cadre. On a commencé à se poser ces questions-là d'organisation et de cadre, de la culture et leur agilité. Donc on accompagne des dirigeants de startups et leurs équipes sur des formes de formation, coaching, facilitation de temps collectif et réflexion sur l'organisation, le projet, sur la question aussi moi je viens des jeux vidéo, j'ai travaillé pendant un peu plus de 20 ans, notamment chez Sony Computer et sa division Psygnosis pour les vieux qui jouaient à des vieux jeux, ils veulent savoir que c'était Psygnosis. Et je m'occupais de diriger des studios de développement de jeux vidéo, et maintenant je suis toujours un peu dans le jeu vidéo. Je m'occupe de créativité, mais pas dans le domaine du jeu vidéo, mais avec des problématiques sur comment envoyer des satellites, comment récupérer des satellites, améliorer les pneus, des choses comme ça. Et j'ai fait beaucoup de gestion de projet, je fais de la gestion de projet, mais aussi bien de l'agilité, où j'accompagne quelques équipes, mais aussi des approches plus classiques. Donc je vais commencer. Donc, on retrace rapidement l'histoire d'une start-up. Généralement, ça commence avec, on va dire, vulgairement, sa bite et son couteau, mais je n'ai pas trouvé les images qui allaient bien. Une vieille chaise en bois, et puis une idée, et puis une ou deux personnes. Et puis si ça marche bien, ce qui n'est pas toujours le cas, on change le bureau, on a d'autres idées, il y a un peu plus de monde, et puis c'est une équipe soudée. Et puis quand on est là, on n'est pas encore dans le titre de la compagnie. On se dit juste qu'on aimerait bien avoir un peu plus de confort, un peu plus de pérennité, et on aimerait bien peut-être passer à ça. Et le problème, et ça va être le sujet, c'est qu'on aimerait bien passer à un peu de croissance, peut-être vendre un peu partout dans le monde, avoir un peu de trésor, et puis on aimerait bien ne pas perdre ce qui a fait ce qui était à la base et ce qui était l'énergie de l'entreprise auparavant. Alors, il y a des gens qui ont étudié ça, notamment messieurs, alors j'en ai cité deux, monsieur Larry Greiner et Richard Bach,
qui se sont dit, ben voilà, comment naît une entreprise, comment est-ce qu'elle arrive à un niveau d'organisation élevé. Donc là, on va dire, moi j'ai travaillé sur ce truc-là quand j'étais chez Sony, qui se considérait un petit peu fast-pack, on va dire. Nous, aujourd'hui, on va juste s'intéresser à ce qui se passe là. C'est-à-dire, on a créé la boîte, et qu'est-ce qui se passe pour passer au niveau 2. Donc, il y a ce que disent ces gens, c'est que la croissance d'une entreprise, ça se passe par des phases stables et des crises. Et en gros, c'est si on arrive à passer cette crise, on passe au niveau 2. Et si on n'arrive pas à passer cette crise, soit on se lave, soit on meurt. Le truc, c'est un peu vie et mort des entreprises. Comment est-ce qu'on fait pour passer ces étapes, pour passer à autre chose. C'est quoi l'étape 1? C'est le stade, l'étape entrepreneuriale. On est dans une entreprise où l'organisation est informatique, c'est non bureaucratique. Tout est basé sur la supervision généralement du créateur de l'entreprise. Et la croissance est générée par la créativité. On crée des nouveaux produits, on crée des nouvelles choses, et c'est le facteur de croissance. Et ce qui se passe, la crise des crises par ces gens, c'est qu'on a un problème de leadership. Au bout d'un moment, à partir du moment où on grossit, on se retrouve avec un nombre de personnes qui est plus important, et ce nombre de personnes pose problème. Notamment parce que les gens qui vont être embauchés, au bout d'un moment, vont plus être dans cet esprit de pionnier. Et puis, il va falloir commencer à manager des gens. Donc, le truc pour passer cette étape, en tout cas d'une façon classique, c'est de dire soit on ajuste la structure de l'organisation, soit on met en place des managers forts. Donc en gros, mettre des managers forts, c'est qu'on change un peu l'organisation et on met des gens qui vont gérer le truc, on va dire vulgairement encore, hein, excusez-moi, mais qui vont gérer les choses avec leur commune. Donc on était souple. Quand on s'est créé, on était souple, élastique, agile, mais pas forcément dans le sens qui nous réunit aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'en s'organisant, on risque de perdre ce qui a fait le succès de l'entreprise. Donc, le truc, ça va être d'essayer de passer au niveau 2 sans perdre de vie. Et les différentes choses qu'il va falloir essayer de garder, il va falloir sans doute déléguer, il va falloir essayer de garder la visibilité sur le projet pour lequel au début on était très près du projet et maintenant on va avoir un peu de distance. Il va falloir continuer à innover dans une structure qui est un petit peu différente, garder le contrôle bien entendu et maintenir la motivation. C'est un certain nombre de challenges qu'il va falloir passer. Donc il va falloir s'organiser. Donc si je reprends ce que suggère M. Greiner et là, c'est qu'on pourrait prendre la voie classique. Et la voie classique, c'est de dire on s'organise et on passe par ces étapes. C'est-à-dire l'étape entrepreneuriale, c'est non bureaucratique. On passe à l'étape pré-bureaucratique. Ensuite, au niveau 3, on est bureaucratique. Et à chaque étape, on rajoute de la bureaucratie. On rajoute de l'organisation. Et cette organisation, au bout d'un moment, elle va créer de la pérennité. Mais d'un autre côté, elle va avoir un certain nombre de défauts. C'est de casser ce qui a généré le conflit. Donc, on peut choisir cette façon de faire. On peut aussi se dire, ben voilà, je ne m'organise pas et je stagne. Il y a beaucoup d'entreprises qui font ça aussi et qui se passent très bien. Et puis, une autre façon de faire, c'est de se dire, bah, voilà, je passe à des approches plus légères, et je vais utiliser notamment les ressorts de l'agilité pour déléguer, pour garder la visibilité sur les projets, pour continuer à innover, pour garder le contrôle, et pour maintenir la motivation. Donc, ce qu'on va voir après dans cette motivation, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à garder chacun de ces points. Nous, ce qu'on observe dans les entreprises qui sont à ce stade-là, c'est super content de rentrer dans la phase bureaucratique. Nos clients sont plus nombreux, les délais deviennent tendus, des projets se paralysent, il y a des déplacements, les déplacements deviennent difficiles à supporter, les délais de paiement s'allongent. Donc le réflexe initial, c'est aussi la culture dans laquelle on est, c'est l'entreprise de compta.
on a tendance à reproduire ces schémas-là, on va renforcer nos contrats. On va écrire des cahiers des charges parce que le recrutement sur ses besoins et les projets salons, on va rajouter tel ou tel élément. Ça, c'est aussi la voie la plus facile parce qu'on a des références. C'est possible de rentrer là-dedans que de travailler sur cette proposition-là. Alors, cette proposition, c'est quoi? C'est de travailler sur plusieurs domaines, on a du mal à lire là. Et en gros, sur des questions, quel mode de management, par rapport à la question que pose Vincent, quel mode de management pour garder notre culture, notre ADN, notre efficacité, quelle organisation, comment concrètement on va s'organiser en organe de décision, organe de fonctionnement en interne. Ça pose des questions aussi des projets, ça c'est un qui est plus familier pour nous, agilistes. Comment je développe mes projets, comment quid de ma relation client. Les clients deviennent de plus en plus nombreux, j'ai envie de les chouchouter et aujourd'hui j'ai des clients, on a une relation de proximité avec eux. Qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui se passe quand ils se multiplient et que les projets aussi se multiplient. Se pose la question aussi que Vincent évoquait de la motivation des salariés. Comment là on a une équipe d'associés, c'est notre bébé, c'est notre entreprise, c'est notre bébé. Les gens qui viennent, c'est pas leur bébé. S'occuper du bébé d'un autre, c'est pas pareil. Donc, comment on va créer un cadre qui va favoriser cette motivation. Et puis se pose aussi la question d'innovation. L'innovation, elle est intrinsèque à la création d'entreprise. Après, elle se décrète plus de la même manière. Donc voilà, c'est cette réflexion globale sur l'ensemble de ces problématiques-là. Qui est nécessaire pour répondre à la question comment faire autrement que plus de. On va commencer par le projet, et là on va peut-être procéder porte ouverte pour expliquer des choses que vous savez déjà. On va juste se dire voilà, pourquoi est-ce qu'on gère des projets, pourquoi et comment. On gère des projets parce que si on ne les gère pas, ça fait des fails. Hein. On est parfait, on sait que ça n'existe pas et que ça arrive, et que ça arrive aussi. On sait aussi que si on ne gère pas, au lieu on risque sans doute d'avoir quelque chose qui est cher, mais qui est lent, ce qui arrive parfois. Et puis que quand on a tout ça, en plus c'est des motivants. C'est des motivants pour tout le monde, pour le client, pour l'équipe, etc. Donc, comment on fait pour gérer les projets? En gros, on a trois approches globalement. On a l'arrache, qui marche très bien pour les petites équipes et que moi je déconseille à une équipe d'une personne toute seule de faire le post-it, si c'est une semaine. On a des approches classiques qui marchent très bien dans certains cas, et puis on a les approches agiles que vous connaissez tous. Je ne vais pas forcément m'attarder dessus, à part que on va procéder par itération courte, on va avoir le critère d'avancement, ça va être le produit utilisable, et on va se soucier de la qualité, notamment de la qualité qu'il y a dans chaque incrément. Comment ça marche? Vous le savez, mais on a gardé les slides quand même. En gestion de projet classique, vous connaissez tous ces slides-là pour caricaturer un petit peu ce que c'est que la gestion de projet classique. On ne va pas faire un zoom sur chacun de ces slides. Et en agile, si on veut faire notre balançoire, on va la faire comme ça. On va procéder par itération. Puis peut-être qu'à la première itération, le client va se dire que finalement, c'est pas intéressant de se balancer. Et il y aura une bonne raison d'arrêter. Mais voilà donc à quoi ressemblent les itérations, les sprints. Et puis Pierrick va nous expliquer plein de choses. Alors la relation client, c'est souvent ce qui vient en premier, c'est une notion de relation affective entre le dirigeant, l'équipe initiale et puis les clients. Et c'est souvent un point qui apparaît vraiment important pour l'entreprise. C'est une partie de son ADN, le fait de garder cette relation proche avec ses clients, souvent c'est en souffrance. Parce que c'est une bonne chose, l'entreprise elle marche fort. Les clients ils ont tous des besoins très urgents en parallèle. Et on a un pipe de développement qui grossit. Et les projets ils partent tous en parallèle. C'est compliqué de garder une bonne relation client, en sachant qu'on a du mal à faire avancer les choses.
Donc la notion de client partenaire qui était intrinsèque au départ, elle devient un peu plus compliquée, voire beaucoup plus. Alors, le constat, c'est ça, c'est bah oui, effectivement, c'est typique, c'est à chaque fois, mon besoin il est urgent, il est très très urgent, enfin très urgent, très très urgent. On a envie de dire, on va dire le mail là, oui, mais les équipes elles sont limitées, je ne peux pas non plus embaucher 100 développeurs du jour au lendemain. Oui, mais finalement, on a envie de leur dire oui, parce qu'on a cette habitude-là de répondre, d'avoir toujours répondu oui à nos clients. Bah, c'est bon, d'accord. Et après, on va se poser la question, quand on a 10 projets en parallèle avec une équipe réduite, même si on a fait grossir l'équipe, on est quand même souvent en sous-effectif par rapport à répondre tout de suite à tous les besoins. Bah, la parallélisation, ça c'est un vrai problème. Quand on a plein de projets en parallèle, forcément, ils s'allongent. Et donc, forcément, la relation client, elle en pâtit, parce qu'on ne peut pas s'occuper de 10 clients comme on s'occupe de 2. Et se pose la question aussi, quand est-ce que je me fais payer tout ça? Parce que quand on parle de 10 projets en parallèle et qu'au lieu d'avoir 2 mois de développement, je me fais payer, j'ai plutôt 6 mois parce que faut faire un petit en parallèle et qu'après on a du mal à terminer, bah, le délai de paiement, lui, ça monte. Au niveau trésorerie, c'est compliqué. Donc là, ce qui est difficile, on en parlait hier sur la session du matin, là, sur le passage d'un mode forfait à un mode un paiement en temps, la démarche était vraiment intéressante. Le plus compliqué, on voit bien comment ça pourrait fonctionner pour nous, sauf que le plus compliqué, c'est d'en parler à ses clients. Comment on vend un autre mode de fonctionnement que le mode forfait? Voilà, que le mode qui est connu par lui. Le mode agile, c'est la référence, un mode Scrum, mais Scrum avec le client. Parce que souvent aussi la réflexe, c'est de faire oui, on fait du Scrum sur les projets, mais on n'en parle pas trop de nos clients. Donc là, le grand enjeu, c'est d'embarquer les clients dans cette démarche-là. Il y a des messages qu'on a réussi à trouver avec nos partenaires startup, nous, en travaillant avec eux. Des messages qui font nous, qui sont compréhensibles par le client et qui ont un intérêt pour le fournisseur qu'est la startup. Et ces messages qu'on a identifiés, c'est par exemple, vous pouvez décider d'arrêter tout le long la réalisation. Donc pour le client, c'est rassurant. C'est un autre gage que le mode forfait. Et pour la startup, c'est un allègement, c'est gagner sa confiance, puis un allègement du contrat. Plutôt que de faire grossir le contrat, c'est de rassurer le client entre nous. Alors le client, il y a un partage du risque, on en parlait, ça s'était évoqué hier dans la session. Qui me demandait, ouais, mais moi, le forfait, moi j'ai une enveloppe. Si le risque, c'est vous qui le prenez, si vous dépassez, des pénalités, etc. Là, le risque est partagé dans le sens où si la réalisation s'arrête, c'est quand même fort pour une équipe de développement. On vous réserve une équipe de développement, mais si ça s'arrête, moi j'ai sur les bras. Moi aussi, je prends un risque. Et puis, peut-être aussi parler, le message le message, il ne va pas sans aussi parler du risque de partir en mode forfait. Il y a un message qui est venu hier, c'est la startup hier dont on parlait, elle est passée par un mode où elle proposait soit à ses clients soit du forfait, soit du paiement au temps passé. Et puis en discutant avec un projet qui a échoué avec le client avec qui c'était un peu frité sur ce projet-là, je lui ai dit, moi je t'avais dit, on est parti, je te proposais mode forfait ou mode temps passé, tu as choisi forfait, et puis les warnings que j'ai mis au départ, on est tombé dedans et puis ça a planté. Le gars il a répondu, ouais, c'est vous les experts. C'est vous les experts. Si vous me proposez du mode forfait en option et vous savez que ça ne marche pas, c'est pas un expert qui propose ça. Donc il y a un moment, il faut effectivement être bien campé sur cette position. On a de l'expérience, on sait que le mode forfait, ça plante. Les deux sont perdants. Bon, il faut être ferme et puis il y a d'autres choses, c'est on va vous montrer aussi toutes les semaines un incrément de qualité finale exploitable. Donc là, le client, on l'embarque, on gagne sa confiance en faisant venir, en montrant des réalisations, et on gagne
par là aussi, des perturbations, tous les efforts de communication, de reporting, de rassurer le client sur l'avancement. Donc il y a aussi un gain, on gagne du temps, nous on gagne du temps. Et on gagne une relation, on retrouve une relation qui va nous permettre d'avancer sur la mission. Et puis le côté, chaque semaine vous avez la possibilité de rajuster le reste à faire avec vos nouvelles idées. Encore un gain qu'il n'aura pas dans notre forfait. En fait, si on fera comme ça, ce qu'on a décidé, on fait, et puis on ne sort pas de ce cadre-là, sinon nous on perd. C'est pas viable. Et puis il y a un autre point qui est super important, c'est vous disposez d'une équipe dédiée à 100% pour vous. Pour casser le mode, parce qu'il y a un moment, le client, il faut lui dire, il faut challenger son délai. Tous les clients, c'est urgent. Donc il y a un challenge, il y a pour qui c'est vraiment urgent, il peut y avoir des dates légales, ce genre de choses qui font que il y a vraiment une date à laquelle il faut livrer, sinon après il n'y a plus de retour sur investissement possible. Donc ça c'est un vrai argument sur une date donnée. Et puis il y a d'autres cas où c'est pas tout à fait pareil. On peut avoir une perte, dans une bande de catalogue par exemple, on a une perte effectivement, tant qu'on ne livre pas, on a une perte, pour un gain qu'on ne fait pas en tout cas en attendant. Il y a d'autres modes on appelle ça du coût, le coût d'attente en fait. Quel est le coût d'attente du projet? Et en évaluant ça, on peut voir avec lui quelle est une date, en disant voilà, par rapport à votre problématique, vous débloquez un créneau à ce moment-là, et quand ce sera à ce moment-là, on est à 100% pour vous, on a l'équipe à 100% pour vous. Donc ça amène plein de choses derrière, ça simplifie aussi le côté, ça renforce le côté, on vous attend à ce moment-là, il faut que vous soyez prêts aussi. Parce que une des problématiques de ce type d'organisation, c'est que les clients commencent un projet le plus tôt possible, et puis finalement on l'attend, il y a des moments où il doit écrire, il doit nous donner de la matière, et puis on ne l'a pas, il y a le moment de valider, il n'est pas là, etc. Donc là, le créneau, c'est aussi un engagement fort pour nous. On commence, on est là pour vous, et il faut que vous soyez là pour nous, parce que sinon on a une équipe qui perd son temps et qui perdait aussi l'argent. Donc tous ces messages-là, c'est des messages qui, en pratique, sont entendus par le client. Pas tous. Il y en a qui refusent de rentrer là-dedans. Et le choix de ne pas y aller, c'est aussi un choix. Mais c'est probablement on aurait une relation compliquée avec eux, peut-être qu'on aurait perdu de l'argent en travaillant avec eux. Donc c'est un choix à faire. Mais on choisit de fait, non pas ses clients, mais le fonctionnement, et c'est professionnel de le faire. Ça, les clients l'entendent. Alors ce que montrent les clients qui ont pratiqué ce genre d'expérience, ils sont rentrés dans ce schéma-là. Ça, c'est des phrases qu'on a entendues des clients de ces équipes-là, c'est je participe à des réunions qui sont focalisées, efficaces, je ne perds pas mon temps. Quand je suis là, je sais pourquoi je suis là, je sais pourquoi je suis attendu, je sais à quoi je sers mon projet, et je ne perds pas mon temps. Je sens que le fonctionnement de l'équipe avec qui je travaille, il est clair, je le comprends. Et j'ai confiance dans son organisation. Ils sont aussi une complète transparence. J'assiste à des démonstrations régulières, je sais qu'ils bossent pour moi. J'en vois les résultats régulièrement. Et le reporting, il y a plus besoin là. Donc je sais à tout moment la réalisation de fait. Et puis ce sentiment d'être vraiment aux commandes et de pilote de quelque chose. Donc c'est mon produit, j'ai fait une commande, je demande la réalisation et je suis vraiment pilote de ça. Et du coup je peux faire des changements, mon environnement change, et je suis pilote de quelque chose. Donc une fois ce sera la partie client qui est vraiment un point chaud à passer. On change de prise, de regard sur l'entreprise. Il se pose effectivement, quand on grossit de manière significative, de l'organisation. Comment on va s'organiser en interne? Parce qu'on ne peut plus tous bosser, on ne peut pas bosser à 20 tout le temps, prendre plus de décisions à 20, penser comme ça. Donc on a la question c'est comment faire une organisation agile, scalable, c'est-à-dire qui va pouvoir grossir en restant agile. Donc il y a une structure qui va permettre ça. Si on arrive à ça, c'est top parce qu'on peut grossir assez rapidement et de manière assez naturelle. Donc les clés d'une organisation agile scalable de ce type-là,
toujours le rapport au client. Donc déjà, comment mon organisation va me permettre de continuer à chouchouter mes clients. Il y a deux intérêts à ça, c'est le client évidemment, c'est aussi le côté. L'idée c'est de créer des espèces des mini-startups dans l'entreprise. Quand on grossit. Si on avait créé ça, c'est top, on a gagné, on a de fait notre fonctionnement initial qui reste efficace. Donc une autre clé, c'est de plutôt miser sur des équipes multicompétentes, donc orienter clients, multicompétentes. Et puis après, ce principe-là, il doit avoir son pendant, c'est comment, avec des équipes multicompétentes, je vais faire transmettre le savoir entre des compétences qui sont dispersées, disséminées dans des unités clients. Il faut, ces choses-là à avoir en tête. Après, à partir de sa réflexion, on peut organiser des structures agiles et tourner vers le client sans perdre l'unité de l'ensemble. Un exemple que vous connaissez peut-être pour certains qui se sont posés cette question-là, il y a l'exemple de Spotify qui est intéressant. Pour Spotify, oula, Bon, Spotify, donc vous avez une maladie d'ici, donc c'est 30 équipes réparties dans 3 villes. Vraiment, ils ont connu une croissance très forte. C'est 15 millions d'utilisateurs actifs, dont 4 millions avec l'offre payante. C'est un channel de clients très important. 8 ans d'existence, donc un délai qui est quand même très fort. Et eux, ils ont vraiment travaillé dur pour rester agiles. Alors, le principe qu'ils ont appliqué, c'est celui qu'on a parlé, c'est les mini-startups autonomes. Donc, eux, ils ont découpé leurs produits en sous-produits. Par exemple, on a des équipes qui vont travailler sur la partie mobile. On veut faire, nous, notre mission, c'est de faire la l'amélioration mobile pour de la musique au monde. Il y a d'autres équipes qui vont travailler sur la partie playlist, l'animation internet sur la partie playlist. D'autres qui vont travailler sur le lecteur de musique. On veut faire un lecteur de musique qui déchire par rapport aux autres lecteurs de musique qui existent sur le marché. D'autres qui vont bosser plus sur la partie magazine musical. Donc on sent qu'il y a des missions très ciblées, très différentes, avec des objectifs qui sont différents, une concurrence qui est différente. Et ils vont pouvoir se focaliser sur leur mission, leur vision et fonctionner en mode de ministère. Alors ça donne quoi en termes d'organisation? Donc là on va avoir des structures comme ça. Alors, on voit même ici, il y a en gros, si on prend la terminologie Scrum, un product owner pour chaque ligne de produit, et qui va être épaulé par des compétences qui vont permettre de faire évoluer le produit sur lequel il travaille. Donc voilà, on a, par exemple, ici on représente 8, et puis ces équipes vont être réunies dans des équipes un peu plus importantes qui représentent un ensemble de fonctionnalités. Alors, la partie mobile, la partie web, se pose alors la question qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est comment je fais pour cette organisation un inventaire, c'est tourner le client, c'est une startup, c'est motivant, ça a du sens. Comment je fais pour que ces gens là qui sont peut-être designers par exemple puissent partager leurs pratiques? Comment je fais pour que mes développeurs puissent partager leurs pratiques? Comment je fais pour que les gens de l'infrastructure puissent évoluer de manière cohérente? Il y a là chez Spotify, ils ont créé des structures horizontales avec une animation. Donc il y a un animateur de chaque, comme il y a un animateur de produit pour chaque équipe, pour chaque produit, on va avoir un animateur de compétences côté horizontal. Ça va permettre d'avoir des temps de réflexion sur la conception, des temps de diffusion de savoir. Voilà, donc dans tout choix, de toute façon, il y a des terres quelque part. Donc la terre qui est compensée par une organisation horizontale. On obtient ce type de structure. Juste une question par rapport à la fin, tu vois, sur toute organisation, quelle qu'elle soit, agile ou pas, que tu vois aussi, tu mets d'éléments, des guides, ce que tu veux, tu regroupes. D'accord, notre
c'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, au niveau temps, tu as de plus en plus de temps de synchronisation, comme tu dis, voilà, ils se rencontrent, on en discute aussi. Donc moins de productivité, je vois aussi. Mais à quel moment on arrive à gérer le fait que l'équilibre entre la carte de productivité, la carte de productivité et le gain, comment ils ont fait pour gérer? Parce que ça, on ne parle pas de cet aspect-là, on parle de leur modèle, mais on ne parle pas des délais ou de ce qu'ils accordent en pourcentage ou en. Alors, j'ai pas les chiffres exacts de Spotify, mais après, c'est une évaluation entre le coût effectivement de cette animation-là, si on parle de l'animation horizontale par exemple, du coût de ça. Oui, tout à fait. Donc après, il y a un curseur à mettre, effectivement, également ça. Après, ça peut vite arriver aussi à des entreprises où on passe plus souvent en réunion à droite à gauche. Justement, pour éviter ce genre de choses, parce qu'il y a aussi. Après, ici, souvent, on n'a pas tout, les représentants, on peut avoir des organisations comme ça où on a des top leaders, des choses comme ça qui vont animer, qui vont garantir la cohérence de l'ensemble. Tout le monde ne va pas être tout le temps assez rapide. On a un petit problème de diagramme bizarre. Ok. Ça, en fait, il y avait un zoom. Il y avait un petit. C'est bien. C'est ça que je disais. Donc, vous avez des squads, des chapitres et des livres, le jargon, Spotify. Voilà. Donc, une autre question forte pour les leaders d'entreprise de ce type-là, c'est la motivation des salariés. Comment ça se fait on a du mal à comprendre au départ comment ça se fait, c'est une petite entreprise. On a un produit qui déchire, un environnement qu'on sait qu'ils ne sont pas plus motivés que ça, je suis toujours obligé d'être tout le temps derrière eux. Si je suis pas là, ça ne marche pas, il faut que je contrôle, il est pas n'importe quoi. Enfin, on a une image de marque, on a des clients qui sont comme ça, on ne peut pas dégrader nos produits, c'est pas possible. Donc là, il y a deux schémas, et le schéma le plus. Le schéma à l'ancienne, il y a deux pensées possibles. La première, c'est ça. Ne pas travailler. Ne pas travailler. Donc, on prône, menace, récompense, attention à ça, il y a la récompense pour tout le monde. Et sinon, attention. Donc là, on commence à avoir des petites fleurs. Effectivement, il y a un effet. Là, il y a encore un petit problème. On va revenir au global. Hop. Donc là, la réaction qui est ici, c'est passivité. Enfin, là, on n'a pas envie de prendre de risques dans ces contextes-là. On va dire, le requin, là, quand on est en dessous, j'ai pas envie de le voir. Je vais faire tout ce qu'il va falloir pour aller plutôt vers la récompense, là, mais le minimum, sans prendre de risque. Donc là, on observe une perte de créativité, on observe une perte de prise d'initiative, et une perte du sens aussi, disons, puisqu'on travaille pour la récompense. Et puis, ça crée ce qui est visible, c'est la démotivation. Et puis, le chef d'entreprise dit, je vous l'avais dit, il ne veut pas travailler. Bon, ça, c'est une théorie de X et Y, de McGregor. Alors, l'autre voie possible, c'est travailler, c'est naturel et épanouissant. Ça fait partie de l'histoire de l'humain, enfin de l'homme, de travailler. Moi, en tant que manager, d'ailleurs, j'aime travailler. Pourquoi ça ne serait pas fait? Donc après, le discours est un petit peu différent. On parle de ce principe-là, on dit, voilà, l'objectif, la stratégie d'entreprise, voilà où on en est, voilà nos produits, voilà nos clients. Il faudrait qu'on aille là, par rapport à la concurrence, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est ça qui nous différencie. Donc là, la réaction n'était pas tout à fait la même. Puis la question derrière, c'est vous les experts techniques, est-ce que vous avez des idées pour aller vers ça? Donc là, on a un schéma mental, une réflexion, une réaction mentale qui n'est pas du tout la même. Et là, on observe effectivement la responsabilisation, la prise d'initiative, des propositions, une progression, une estime de soi de la part des experts, parce qu'on leur demande leur avis, et puis ils vont faire des choix. Et le succès, il va dépendre d'eux, et si on l'obtient, ça crée on est content de travailler avec nous. Puis la conclusion, il avait dit, ils aiment travailler. C'est motivé.
Voilà, ces deux schémas sont possibles et ils s'alimentent l'un et l'autre. Après, il y a des entreprises qui ont eu des succès intéressants dans le premier cas. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que face à la complexité, la deuxième voie est plus efficace. Aujourd'hui, on est dans un monde complexe. Donc, on est plutôt sur la théorie, c'est plutôt l'ancien modèle, l'ère industrielle, etc. Là, aujourd'hui, on est plutôt sur des schémas de complexité forte, on est plutôt sur le côté Y et largement possible. Il y a un autre point qui est fort et qui devient fort dans les questions qu'on se pose à ce moment-là, c'est quid de la posture de moi, manager, dans mon entreprise. Et là, c'est une question forte. On commence à avoir un peu démunis face au premier salarié, face à la réaction. X, Y, ça, c'est des choses qu'on peut découvrir à ce moment-là. C'est quoi un manager agile? Expliquez-moi comment je dois me comporter par rapport à ça. Ces gens-là ont de l'énergie, hein, c'est bien, et c'est leur bébé, ils y tiennent et ils sont prêts à aller taper du poing sur la table et ils ne vont pas laisser les choses se faire. Donc il y a cette notion de garder le contrôle tout en permettant à ces gens de prendre part à l'activité d'entreprise, de prendre l'initiative, etc. Donc quand on définit un manager agile, on parle de servant leader, c'est une marche qui est difficile à passer. Il faut quand même lâcher un peu prise. Ça, c'est pas évident pour arracher. Ce qu'on va lui demander à ce moment-là, c'est de passer en position de sorte clé d'un par un. Garder le recul. Le cul être dans le comment on va faire les choses. Et dans le pourquoi. Pourquoi on fait les choses. Vers où on va. Il va garder le recul. Il ne va pas lâcher son produit. Il va ramener du feedback. Comment ça se passe ce qu'on va faire avec nos clients? Partagez ça avec les équipes. C'est fait que la il y a un côté facilitateur. Est-ce que je suis bien en train est-ce que je donne bien à mes équipes tout ce qu'il leur faut pour qu'ils avancent? Est-ce qu'ils ont tout ce qu'il faut? Donner une vision claire et motivante. Ce qu'on a vu dans la théorie Y, c'est vraiment cette communication, cet art de communiquer une vision. Là, il faut que le leader le développe. Souvent, il a déjà convaincu des banquiers, des investisseurs. Il a souvent ces qualités à son présent chez un. Super. Et puis, la dernière chose, c'est fixer les règles du jeu. C'est quoi la règle du jeu de l'entreprise et qu'est-ce qu'on attend? Donc, petite question qu'on peut se poser, la question bien, c'est la délégation. La délégation, alors déléguer, c'est un jeu de mots et ça vient souvent dans le management. Et comment je fais pour déléguer une décision? Ça, c'est une échelle qu'on utilise pour donner cette réflexion-là, c'est l'échelle de délégation du organisateur. Manager 3.0. Donc lui, il propose 7 niveaux de délégation. Il va dire aux gens quoi faire je délègue complètement, je ne veux pas savoir quelles décisions sont prises. Entre deux, il y a demander des retours suite à des décisions, je vais être informé, influencer la décision, mais là c'est l'équipe qui la prend, et puis prendre des décisions avec l'équipe. On pose la question rapidement là sur imaginez que vous devez recruter quelqu'un dans une équipe. Sur quel niveau de délégation vous mettez sur cette échelle? Discutez la 2 secondes avec votre voisin. Mettez-vous d'accord sur un niveau là. Je pense que Qui a mis entre 1 et 3? Je ne dis pas non, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de bonne réponse. Vous donnez plutôt des décisions. Qui a mis entre 4 et 7?
Après, peut-être certains sont peut-être allés jusqu'à déléguer complètement, pourquoi pas. L'équipe peut-être la mieux placée pour choisir un niveau de mouvement. Certains peut-être quand même, c'est leur bébé, quand même avoir son mot à dire dans la décision. Après, je vous pose la même question. Imaginez que vous ayez à licencier quelqu'un dans l'équipe. Ouais. Parce qu'il est mauvais ou parce qu'il a la peur? Il y a un problème en équipe, il faut licencier quelqu'un. Ça va pas, il faut licencier. Quel choix vous faites? Vous êtes pas trop, vous êtes chez l'équipe. Ouais, le patron d'entreprise, disons le patron Parce que là, je d'entreprise. vais pas répondre, parce que je sais pas si je suis pas trop, je suis chef d'équipe. À la limite, c'est déjà pas mal de la manière. Hein 7. Oui, on va imaginer une petite équipe, il n'y a que deux niveaux de hiérarchie. L'entreprise agile, personnellement, l'équipe sur ce genre de choses. C'est-à-dire plutôt 6, tu vois, mais entre 5 et 6. Pourquoi? Parce que si l'équipe prend le rôle, oui. Et à laquelle, mais t'as des équipes qui vont dire non, attends, moi non, je veux pas, donc ça dépend du contexte de l'équipe. Il y a plein de réponses possibles. Je veux juste avoir cette réflexion-là. En tout cas, nous, ce qu'on veut passer dans cette question-là, c'est on n'a pas les mêmes réponses en fonction de la question qu'on se pose, et on n'est pas tout le temps à sec. Il n'y a pas de solution qui marche à tous les coups. C'est un chemin d'aller vers la délégation. Donc il y a un peu essayer avec l'équipe de monter petit à petit les niveaux pour créer de l'autonomie, de la stabilisation, etc. Et en fonction de la question qu'on se pose, on n'a pas toujours la même réponse. Et peut-être que là, un chef d'entreprise, il va essayer de protéger. Peut-être que c'est son rôle de protéger l'équipe. Il n'y a pas de bonne réponse, encore une fois, en disant je vais peut-être prendre la décision pour éviter les conflits, etc. L'innovation, il reste 3 secondes, je crois. Au niveau innovation, on va avoir un des gros dilemmes qu'il y a dans la gestion de projet, c'est justement quand on a l'innovation. Et moi, en créativité, je travaille avec beaucoup d'entreprises qui vont travailler sur des projets d'innovation. Et en fait, dans les entreprises qui ne sont pas très agiles, ils ont le choix entre planifier, c'est-à-dire le nouveau projet, le nouveau produit, on veut le faire, il faudrait qu'il sorte dans 6 mois, donc on va essayer de planifier pour éviter que ça devienne un puissant fond. Mais ça change tout le temps et on rencontre des os parce que c'est ça, le projet d'innovation, c'est des virages un peu tout le temps. Donc la tentation est grande, et même dans des grands groupes dans lesquels j'ai position, c'est de se dire je ne gère pas. Je ne gère pas pourquoi? Parce que ça change tout le temps. Et donc, il arrive que ces projets qu'on ne gère pas, ça devienne des puissants fous. Donc, il y a des entreprises comme ça qui oscillent, qui se disent je planifie, je fais un Gantt sur un projet d'innovation, je me rends compte un peu après que ça ne marche pas, parce que bien évidemment, c'est perturbé. Donc, comme ça ne marche pas, il passe en mode je ne gère pas. Et l'agilité dans tout ça, ça va nous permettre de challenger la financité et de s'adapter aux aléas, d'accepter le changement, etc. Donc là, tout ce qui est agile pour tout ce qui est innovation, ça marche extrêmement bien. Et c'est une vraie solution entre de l'arrache qui ne marche pas et de la gestion du projet en Gantt qui ne marche pas non plus pour ces projets-là. On arrive au bout. Donc, pour résumer, mode d'emploi pour passer au niveau 2, je suis le premier, Eh bien, l'agilité, ça va nous permettre de construire l'ensemble d'une vision d'organisation. Et tout ça, Agile France, pour savoir comment ça marche. Faites des jeux pour comprendre. Participez à des ateliers. Forgez-vous une culture forte qui servira de repère. Je peux résumer. S'améliorer en faisant, c'est partir de quelque chose d'une solution toute faite qui vous va, qui vous semble correspondre et ajuster là en permanence, c'est-à-dire pareil, il faut avoir la même démarche agile sur le fonctionnement et la modification de l'organisation. Et puis il faut bien penser à quelque chose, et c'est un peu quelque chose que je sens ici à Agile France, c'est que l'agilité c'est du dev. Je pense qu'il y a plusieurs populations ici, il y a des gens qui pensent à l'agilité comme du développement, mais ce n'est pas du développement, c'est aussi de l'organisation, du fonctionnement et même de l'état d'esprit
en entreprise. Et puis, pour que ça marche, eh bien, ça peut être utile de se faire accompagner. Donc, on pense tout de suite à du coaching pour identifier nos forces, pour se concentrer sur les choses à changer, pour avoir le regard extérieur, aussi pour gagner du temps, parce que quand on travaille avec quelqu'un qui a déjà vu les mêmes problèmes ailleurs, il peut aider à résoudre les problèmes. Et puis le but de tout ça, c'est aussi se préparer à l'avenir et se dire, voilà, on a réussi à passer au niveau 2, comment après on passera au niveau 3. Donc l'année prochaine, si je pense au niveau 1, on expliquera comment passer du niveau 2 au niveau 1. Pour le moment, on n'a pas toutes les idées, mais on a un an qui C'est un niveau par an. voilà. Dans 5 ans, on est multinational, c'est ça? Dans 5 ans, vous êtes une multinationale si vous avez bien écouté.